Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info, voici le sommaire. La police a violemment dispersé une manifestation dans la capitale zimbabwéenne. Il s'agissait d'un débrayage contre les mesures d'austérité. Baktash Akasha, un trafiquant de drogue kényan jugé aux États-Unis, pourrait être condamné à la prison à vie. Dans ce journal, enquête au cœur du trafic de stupéfiants au Kenya. Et puis, gros plan sur la Côte d'Ivoire, qui est le premier exportateur et le premier producteur de noix de cola. Ce vendredi a été très tendu à Harare, la capitale du Zimbabwe, contre les mesures d'austérité prises par le gouvernement pour contrer l'enlisement du pays dans la crise économique. L'opposition a appelé à une journée de débrayage et comme les autorités ont interdit la manifestation, la police anti-émeute a empêché le rassemblement à coups de matraques et jets de canettes de gaz lacrymogène. Le point avec Lamine Noureddine Konkobo. Un recours à la violence dans toute sa brutalité. La police anti-émeute qui prend à la chasse des manifestants déterminés. Coups de canette lacrymogène, coups de matraque et des blessés. Cette démonstration de force est intervenue quelque temps après que le MDC, parti de l'opposition, a renoncé à une manifestation qu'il avait prévue d'avance. Le MDC n'avait pas réussi à obtenir de la police la révocation d'une note qui interdisait la manifestation, un mouvement d'humeur qui se voulait une réaction populaire à l'enlisement du pays dans la crise économique. Daniel Molekelo, porte-parole du MDC. C'est clair, la junte a décidé de supprimer l'article 59 de la Constitution en utilisant la police, en utilisant les ressources de l'État, en utilisant les forces de sécurité de l'État contre le peuple du Zimbabwe. Nous ne reculons pas, nous avançons. Le peuple du Zimbabwe est fatigué, il en a marre. Il veut mettre fin à cette longue souffrance et nous allons de l'avant avec la marche pour un Zimbabwe libre. Il faut dire que la décision du MDC de faire marche arrière est arrivée trop tard, puisque les manifestants qui ont répondu à l'appel s'étaient déjà rassemblés. C'était jeudi dans la soirée que la police a annoncé l'interdiction de la manifestation, ce qui laissait au MDC la courte matinée de ce vendredi pour attaquer la décision en justice. C'était sans succès. Selon les autorités, des preuves existaient pour indiquer que la manifestation allait tourner à la violence. Le MDC n'en est pas convaincu. Il dénonce une mesure qui expose ce que le parti appelle le vrai visage du gouvernement fasciste au pouvoir. C'est donc la détérioration de l'économie qui a poussé la population à perdre patience avec le parti au pouvoir, la ZANU-PF, et le président Emmerson Mnangagwa. Celui-ci est arrivé au pouvoir en novembre 2017 à la suite d'un coup d'État qui a renversé Robert Mugabe. Il a promis de relancer l'économie après les longues années de marasme. Mais l'inflation est aujourd'hui à son plus haut niveau depuis 10 ans et le pays a renoué avec les démons des pénuries de denrées et les délestages. Selon les Nations Unies, quelques 5 millions de Zimbabwéens sont dans un besoin urgent d'aide alimentaire. L'opposition, à l'origine de la manifestation avortée de ce vendredi, soutient que la situation est aujourd'hui pire que sous Robert Mugabe. Anniversaire donc en demi-teinte au Zimbabwe. Cette semaine est aussi importante pour les Gabonais. Ils célèbrent le 59e anniversaire de leur indépendance. L'occasion pour le président Ali Bongo de marquer le coup avec une première apparition publique depuis son AVC en octobre dernier. Au moment où une partie de l'opposition relance le débat sur sa capacité à exercer ses fonctions. Les détracteurs du chef de l'État appellent d'ailleurs les Gabonais à venir manifester demain lors du défilé militaire auquel Ali Bongo assiste chaque année. Le président doit aussi s'adresser à la nation ce soir. Baktash Akasha, célèbre baron kényan de la drogue, attend aujourd'hui sa sentence à New York. Il a été extradé vers les États-Unis après une opération d'infiltration menée par les Américains. Le nom Akasha demeure tristement célèbre à Mombasa. Il faut dire que la ville côtière est encore durement frappée par les ravages de la drogue. Myriam Lawari. Cette ville, c'est le fief des frères Akasha, grands barons de la drogue. Leur empire est directement connecté aux champs de pavois en Afghanistan, en passant par l'Europe et les États-Unis. Malgré les arrestations des frères en 2014, le nom Akasha est encore aujourd'hui très redouté. Cheikh Khalifa est un dignitaire religieux de la communauté locale.
Il a essayé de persuader les deux frères de s'éloigner du chemin du crime. En tant que chefs religieux, nous avons le devoir moral d'avertir sur ceux qui fournissent cette drogue et détruisent nos jeunes. Nous avons commencé ce combat il y a 15 ans. La famille Akasha vit dans le quartier le plus riche de Mombasa, la banlieue verdoyante de Nyali. Le père des frères, Ibrahim, a été abattu à Amsterdam il y a près de 20 ans. Vraisemblablement, un meurtre lié à la drogue. Non loin de là se trouve l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. Kisauni est un haut lieu du crime. Pas plus tard que la semaine dernière, 8 personnes ont été grièvement blessées dans des actes de violence liés au gang. Ici, la toxicomanie s'est développée parallèlement au trafic de drogue. Ils font énormément appel à des intermédiaires, des jeunes de la région, pour goûter le produit afin de voir s'il est de bonne qualité. Ils y prennent goût au point qu'ils en deviennent accros. C'est au port de Mombasa que les frères Akasha ont développé leur activité. Le ministère public américain les a décrits comme 2 des trafiquants de drogue les plus prolifiques au monde. Beaucoup accusent la police et la justice de corruption, ce qui permet au commerce de drogue de prospérer. Lorsque vous aidez un trafiquant, vous ne maintenez plus l'ordre public et vous n'appliquez plus la loi et les règlements. Nous n'avons rien à voir avec ça. Les cas isolés peut-être que si, mais pas le service. La police tient à montrer qu'elle sévit. Cette semaine, un autre raid antidrogue très médiatisé a eu lieu dans la maison d'Ali Poujani, dont certains disent qu'il est lié aux frères Akasha. Mombasa mène une guerre quotidienne contre la toxicomanie et la criminalité. Alors que les frères Akasha doivent désormais rendre des comptes devant la justice, la communauté ici lutte toujours contre ceux qu'ils ont semés. On passe maintenant au reste de l'actu, en bref et en images. Au Soudan, Abdallah Hamdok proposé comme Premier ministre de la transition. Il s'agit du premier pas dans la mise en œuvre de l'accord conclu entre la contestation et la jeune militaire actuellement au pouvoir. Le Conseil souverain, future autorité qui conduira la transition, doit annoncer mardi s'il le confirme à ce poste. Abdallah Hamdok était un ancien haut fonctionnaire de l'ONU. 2 premiers cas d'Ebola ont été confirmés par les autorités dans le sud Kivu, en RDC. Il s'agit d'une femme et de son jeune enfant. Selon le gouverneur du sud Kivu, la mère est décédée. Le nourrisson a été pris en charge. C'est la 3e province touchée par l'épidémie qui sévit en République démocratique du Congo depuis 1 an. Et puis Rachida Tlaib, une élue du Congrès américain, a été autorisée par Israël à rendre visite à sa grand-mère palestinienne en Cisjordanie occupée. Toutefois, elle a refusé cette offre. Israël avait initialement refusé d'autoriser la visite prévue par Rachida Tlaib et une autre membre du Congrès, Ilan Omar. Toutes deux avaient critiqué la politique israélienne à l'égard des Palestiniens. Passons maintenant au grand angle de ce journal. La noix de cola est un symbole incontournable dans de nombreuses cultures en Afrique de l'Ouest. Cette noix est traditionnellement utilisée dans les cérémonies les plus importantes, telles que les baptêmes et les mariages. Mais ces dernières années, la noix de cola est aussi considérée pour son potentiel économique. Plus de détails avec Tatiana Mosso pour l'émission Question d'argent. C'est un jeudi spécial à la grande mosquée d'Adjamé. Aujourd'hui, ces 2 familles sont réunies pour conclure une proposition de mariage. Partager les noix de cola est un des moments clés de la cérémonie. Perçues comme un symbole de richesse, les noix blanches sont les plus prisées, mais aussi les plus chères. Elles sont remises à la famille de la mariée par celle du marié, en vue d'accepter ou non la proposition de mariage. Les noix de cola sont culturellement importantes dans de nombreux pays en Afrique de l'Ouest et centrale. Une fois l'union scellée, les femmes de la famille de la jeune épouse célèbrent en dansant. Les noix de cola sont vendues exclusivement par des femmes, sur des marchés comme celui-ci, et sont utilisées pour des rituels et des événements importants. On peut prendre pour faire mariage. On peut prendre pour faire baptême. Il y a des gens aussi qui viennent payer pour faire petits sacrifices. Traditionnellement, les colatiers étaient utilisés comme simples haies autour des plantations de café et de cacao. Mais les agriculteurs comme Célestin commencent à les considérer comme une possible manne financière. Cette année, en intégrant la noix de cola à ses cultures, il a augmenté ses revenus de près de 1 700 € sans pour autant employer plus de personnel.
c'est une plante de la forêt, de la brousse. Donc même au milieu de la brousse, ça peut pousser. Donc là, vraiment, nous gagnons un peu. Ce n'est pas aussi si difficile que ça. Une fois que tu as planté ta plante, tu n'as qu'à nettoyer. Nous sommes au nord-est d'Abidjan, dans la petite ville d'Anyama, où des centaines de grossistes ont décidé de commercialiser la noix de cola. Et justement, la noix de cola est une filière en pleine expansion en Côte d'Ivoire, malgré que ce soit encore une filière artisanale, puisque la Côte d'Ivoire est devenue l'un des plus grands producteurs de la région. Après le Nigeria, la Côte d'Ivoire est le deuxième producteur mondial de noix de cola, suivi par le Cameroun. Le pays vend pour près de 300 000 tonnes de noix de cola sur le marché mondial. 70% des noix de cola produites en Côte d'Ivoire sont exportées en Afrique de l'Ouest et aux États-Unis. La demande croissante de la noix de cola est une excellente nouvelle pour les agriculteurs comme Célestin. Mais le profit potentiel réalisé dans ce secteur dépendra de la capacité du gouvernement ivoirien à développer la transformation de la cola. La page sportive avec notre cher Emmanuel Coste. Emmanuel, vous allez nous parler de ballon rond avec la deuxième journée de championnat en Angleterre et un gros choc demain. 2019-2020, dimanche dernier, premier gros choc Manchester United-Chelsea et demain, on aura droit à un Manchester City Tottenham, cette même équipe de Tottenham qui, souvenez-vous, l'an passé en Ligue des Champions, plutôt la saison passée, avait sorti Manchester City. Les deux clubs ont gagné leur premier match. Manchester City tenant du trophée, Tottenham l'un des prétendants, vous le savez, à la couronne. Et ça tombe bien parce que j'aurai le plaisir de vous commenter ce match demain après-midi à la radio sur BBC Afrique dans Samedi Foot. L'émission commencera à 16h15 GMT et le match un quart d'heure plus tard. Les autres rencontres de demain avec Arsenal qui accueille Burnley à partir de 11h30 en temps universel. Ce sera le premier match, le coup d'envoi de cette deuxième journée. Arsenal avec peut-être dans son effectif au départ Nicolas Pepe, l'attaquant international ivoirien, la grosse recrue des artilleurs cette année qui n'avait pas joué le premier match à Newcastle. Premier match gagné d'ailleurs. Toujours demain, mais dans l'après-midi, à partir de 14h, Southampton reçoit Liverpool. Alors Liverpool aura eu moins de 3 jours de récupération après la victoire en Super Coupe d'Europe des clubs mercredi soir à Istanbul face à Chelsea. C'est pas grand chose quand même, moins de 3 jours, et certainement que Jürgen Klopp fera tourner l'effectif, surtout que Adrian, le gardien de but numéro 2 des Reds, est blessé. Et oui, Alisson déjà était blessé, c'est pour ça d'ailleurs qu'Adrian avait joué la Super Coupe des clubs mercredi soir, et il s'est blessé apparemment lors des célébrations, figurez-vous, après la victoire mercredi à Istanbul. On passe à dimanche avec le match Chelsea-Leicester. Chelsea qui joue bien, mais le problème c'est que Chelsea ne gagne pas. Il faut dire que les Blues sont tombés sur Man United en championnat la semaine dernière et sur Liverpool donc en milieu de semaine à Istanbul. Et Frank Lampard, le manager de Chelsea, aimerait bien quand même que ce beau jeu se convertisse en succès sur le terrain. Et puis cette deuxième journée s'achèvera lundi soir avec l'affrontement entre Wolverhampton et Manchester United. Déplacement périlleux parce qu'on a le sentiment que Wolves sera un gros morceau à avaler pour les 6 cadors du championnat. Allez, on change de ballon avec un ballon un petit peu plus gros, celui de basketball pour l'Afro-Basket Dame à Dakar. Aujourd'hui, demi-finale Mali-Nigeria. Le Nigeria est tenant du titre. Et dans l'autre demi-finale, Sénégal-Mozambique. Le Nigeria et le Sénégal sont favoris pour se qualifier pour la finale. Dans un match de classement, sachez que la RDC cet après-midi a battu la Côte d'Ivoire 54-47. Et puis en tennis, ça part mal dans la préparation de Roger Federer pour l'US Open qui débute à New York dans 10 jours. Le vétéran du circuit mondial à 38 ans a été battu en 2-7 au 3e tour par le jeune russe Andrei Roublev, Nicolas. Merci Emmanuel Coste. Et puis avant de se quitter, je vous emmène en Bretagne, dans le nord-ouest de la France pour voir double. Et oui, il s'agit de la fête des jumeaux, un grand rassemblement international de jumeaux. Depuis maintenant 26 ans, tous les 15 août, des centaines de paires, triplés et quadruplés de France, de Chine, des États-Unis ou encore de la Corée se réunissent pour partager des anecdotes, écouter de la musique et participer à un défilé. Ils étaient 1500 cette année. Et on se quitte là-dessus. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.